Et je vais maintenant céder la parole à une collègue amie lyonnaise, le docteur Muriel Poli, qui va nous parler de la gestion d'une hypertonie après chirurgie du glaucome. Muriel, Merci beaucoup, Florent. Merci pour cette invitation euh, à cette rencontre. Et je vous parlais ce soir de l'hypertonie après chirurgie du glaucome. Alors, fort heureusement, c'est une situation clinique qui est pas très fréquente. Et ces hypertonies, elles peuvent être très précoces ou au contraire retardées, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après la chirurgie. Alors souvent, les hypertonies précoces spontanément résolutives sont des hypertonies qu'on a après une chirurgie combinée. Chirurgie de cataracte et sclérectomie, combinée cataracte high-stent, cataracte réserve-flow. Ils peuvent être liés à des résidus de visqueux, des débris cristalliniens, parfois du sang, qui vont soit se plaquer derrière la membrane trabéculaire, qui vont encrasser le trabéculum, voire même encrasser le dispositif que vous avez utilisé. Ici, par exemple, vous voyez un patient qu'on opère d'une cataracte high-stent qui est sous anticoagulant. On ne les arrête pas dans cette indication. On a un petit saignement le lendemain de la chirurgie. Vous voyez que 3 jours après l'opération, en chambre antérieure, on voit plus grand-chose. On a quelques résidus de sang dans le gangle irido-cornéen. Et puis, au bout de 5 jours, le sang a totalement disparu et la tension s'est normalisée. Il est important de faire une gonioscopie pour différencier une cause spontanément réversible, où en gonioscopie, on verra soit quelques résidus de sang, soit parfois rien, si c'est uniquement du visqueux, d'une cause plus pérenne, comme par exemple un adossement de l'iris, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on va prendre en charge ces hypertonies qui sont réversibles? Même si elles sont réversibles en généralement 48-72 heures, il faut les prendre en charge. Comme on le disait, dans les glaucomes avancés, ces hypertonies, même transitoires, peuvent aggraver le champ de vision. Donc, lorsque je programme une chirurgie combinée à une cataracte, dans un cas de glaucome avancé, je revois les patients le lendemain de la chirurgie pour contrôler leur tension oculaire. Et dans un glaucome avancé, il peut être indiqué de donner une prophylaxie du pic d'hypertension post-opératoire. Et donc, on propose à ce moment-là de l'acétazolamide, du Diamox par voie orale, un comprimé matin, midi et soir pendant 24 à 48 heures, en l'absence de contre-indication, antécédent de colique néphrétique, insuffisance rénale, allergie aux sulfamides ou drépanocytose. Le traitement, c'est l'hyperhydratation pour essayer de nettoyer la chambre antérieure le plus possible. Lorsque vous avez du sang en chambre antérieure, il faut proposer aux patients de dormir en demi-assis. On met plusieurs coussins dans le lit pour essayer de faire sédimenter le sang dans la partie inférieure de l'œil. Et puis, là encore, on a déjà beaucoup de collyre post-opératoire. Donc, parfois, du Diamox par voie orale permet de limiter la multiplication des collyres et est très efficace sur ces pics de tension avec une supplémentation potassique. Deuxième cas de figure, c'est l'hypertonie précoce, mais qui cette fois-ci n'est non réversible, avec deux grands cas de figure, lorsqu'on a une chambre antérieure profonde ou lorsqu'on a une chambre antérieure étroite. Alors, la chambre antérieure étroite, que l'on voit sur la photo jointe, c'est le glaucome malin, qui est une complication rare mais redoutée, qui peut survenir après chirurgie filtrante, mais aussi après chirurgie de cataracte. Le mécanisme, c'est qu'on a une inversion du sens de circulation de l'humeur aqueuse de l'œil qui va pousser le vitré vers l'avant, qui va pousser le cristallin vers l'avant, et on va avoir un iris qui va être complètement refoulé vers la cornée, une apposition de la base de l'iris sur le trabéculum, et ce qui explique l'hypertension oculaire. Ça survient très souvent sur des cas qu'on peut prévoir, les faibles profondeurs de chambre antérieure, dont les patients fortement hypermétropes, les nanophtalmes, les iris plateaux. Mais parfois, en dehors de ces facteurs de risque-là, on peut avoir un glaucome malin. Donc, quand un patient a fait un glaucome malin sur le premier œil, il y a fort à parier qu'il risque de faire la même chose sur l'œil contralatéral. Le traitement est d'abord médical. On donne de l'atropine qui va relâcher le corps ciliaire et qui peut favoriser une circulation de l'humeur aqueuse plus physiologique. Si vous avez la chance d'avoir un patient pseudophaque, on peut faire une capsulotomie parce qu'elle va ouvrir la hyaloïde antérieure, et ce qui permet une meilleure circulation de l'humeur aqueuse. Et puis, en cas d'échec de ces deux procédures, ou si un patient devient dépendant à l'atropine, c'est-à-dire dès que vous arrêtez l'atropine, le glaucome malin revient, la myopie se majore, on peut aussi faire des biométries pour mesurer la profondeur de la chambre antérieure, et bien à ce moment-là, il va falloir envisager une chirurgie qui est une chirurgie un petit peu particulière. C'est une vitrectomie, mais qui va passer par la base de l'iris, par la zonule. Donc, c'est une iridotomie, zonulectomie, vitrectomie, et qui sont souvent des traitements très efficaces, mais évidemment plus lourds. Alors, on peut aussi, dans les hypertonies non réversibles, après sclérectomie profonde, avoir deux cas de figure. Vous avez fait une sclérectomie, il y a de la tension, mais c'est soit que votre pelage est insuffisant,
soit que vous avez un adossement de l'iris. C'est ce qui peut arriver chez les patients FAC. Et ce qui nous fait penser à ce diagnostic-là, c'est qu'à l'examen de la chambre antérieure, on a une légère déformation de l'iris. Dans sa partie supérieure, on a une attraction de l'iris vers le site de filtration. C'est la gonioscopie qui vous permet là aussi de faire la différence entre un pelage insuffisant ou un adossement de l'iris. Si c'est un pelage insuffisant, on peut proposer une goniopuncture précoce. Alors, on va faire un petit peu de laser, généralement un laser YAG, de façon la plus antérieure possible, parce que la goniotomie marche très bien, la goniopuncture marche très bien, mais c'est un facteur de risque d'incarcération de l'iris et ça arrive malheureusement souvent. Donc, on va faire de façon concomitante une petite plastie de l'iris, cette fois-ci au laser argon, en regard de la goniotomie. Avant de faire la goniotomie, la goniopuncture, on va brûler un petit peu la base de l'iris pour rétracter l'iris et éviter qu'il vienne s'incarcérer dans cette petite perforation de la membrane trabéculaire qu'on aura réalisée. Si c'est un adossement de l'iris, là, c'est un petit peu différent. On peut essayer de la pilocarpine quand il est peu important, éventuellement un laser argon ou laser YAG, mais souvent, quand les incarcérations sont plus importantes, le traitement est chirurgical. Il faut d'abord hypotoniser le globe parce que plus il y a de la tension, plus l'intercarcération est importante. Il faut éviter de mettre du visqueux ou en tout cas de trop en mettre parce que plus vous mettez de visqueux, plus l'iris va se réincarcérer à nouveau. Avec une pince à capsulorhexis ou ici une pince à membrane, on va désincarcérer l'iris. Et bien sûr, il faut faire une iridotomie. Donc, on peut pratiquer une petite incision cornéenne très basale, une iridotomie que l'on suture et on vérifie en gonioscopie que notre traitement a été efficace. Autre cas de figure, c'est une hypertonie après trabéculectomie. Généralement, c'est parce que vos fils sont trop serrés. Les premiers jours, il n'y a pas de fibrose. La fibrose, elle survient au bout de minimum une semaine. Donc, vous pouvez essayer de masser votre œil pour essayer de cabosser un petit peu la sclère. On peut liser les fils ici avec un verre de Blumenthal, du laser argon. Ou si on a fait des sutures relargables, c'est très pratique en la lampe à fente avec une aiguille de gros calibre, minimum 25 gauges, sinon ça risque de couper votre fil et avec le dos de l'aiguille, on va faire sortir le fil de votre incision cornéenne et le tirer tout simplement avec une petite pince monofilament. Et il faut toujours joindre à ces manœuvres, que ce soit la lisse des fils ou le retrait d'un fil de cette façon-là, il faut ajouter un massage un petit peu tonique pour essayer de faire bouger les tissus scléraux et refavoriser une circulation d'humeur aqueuse favorable. Et puis enfin, les hypertonies tardives, alors elles surviennent au moins 10 jours après la chirurgie. Ça peut être un Seidel-Tari, une encapsulation de la bulle de filtration ou une fibrose. Le Seidel, c'est le piège classique. Il faut le dépister absolument. Si vous avez un patient qui a une bonne tension, mais qui n'a pas de bulle de filtration, il y a fort à parier qu'il y a un Seidel qui se forme quelque part. Et ce qui se passe, c'est que tant que le Seidel est ouvert, entre guillemets, la tension est bonne, mais comme il n'y a pas de bulle de filtration qui se crée, les tissus vont se fusionner les uns aux autres. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques semaines, quand votre Seidel va se refermer, eh bien, votre tension, elle va passer de 10 mm de mercure à 40 mm de mercure. Donc, il faut vraiment le dépister, il faut le suturer. On peut le suturer à la lampe à fente, ça se fait assez facilement. Alors parfois, dans les 15 premiers jours de la chirurgie, on a une telle inflammation, et d'ailleurs c'est souvent là que les Seidel surviennent, c'est après une semaine, il y a une inflammation des tissus, il y a une rétraction des tissus, et entre vos points de suture, il y a des déhiscences de la conjonctive qui créent des Seidel. Et parfois on suture à droite, on revoit le patient quelques jours après, puis c'est à gauche que ça fuit. Il faut suturer, ne pas désespérer, puis quand ça devient compliqué, c'est utile de reprendre le patient au bloc opératoire et d'adjoindre une greffe de membrane amniotique. On a maintenant les membranes Amtrix qui sont lyophilisées, donc on les conserve dans les blocs opératoires comme des implants. C'est très facile d'accès et ça marche très bien. Ces membranes amniotiques apportent des facteurs de réparation tissulaire qui vont favoriser une meilleure cicatrisation. Et puis, si malheureusement vous arrivez un petit peu trop tard, là, il faut reprendre le patient au bloc pour aller disséquer les tissus qui se sont synéchiés les uns aux autres pour reformer une bulle. Éviter peut-être la mitomycine dans ces contextes de cicatrisation difficiles et bien resuturer le plus possible la conjonctive avec possiblement une greffe de membrane amniotique. L'encapsulation, c'est un mécanisme qui est très différent. Là, c'est une coque de fibrose qui se fait comme un œuf autour de votre site de filtration et finalement, l'humeur aqueuse se trouve piégée dans cette coque de fibrose et la tension remonte. On peut essayer de faire des massages. À la phase précoce, ça peut aider, mais souvent le traitement se fait alors là, au bloc opératoire.
Donc, avec le tranchant d'une aiguille, on va aller affaisser toutes les parois, et je dis bien toutes, c'est-à-dire en nasal et en temporal de cette capsule. J'essaie de mettre ici mon aiguille le plus loin possible pour éviter les sidles post-opératoires. J'injecte de l'eau pour faire avancer mon aiguille dans de l'eau, parce que si on rencontre un gros vaisseau et qu'il y a un saignement, ben, ça va compromettre la cicatrisation. Et puis, tout doucement, on va faire des petits mouvements de va-et-vient avec le tranchant de l'aiguille. On fait l'essuie-glace pour aller affaisser de part et d'autre cette capsule. Et puis, on rajoute de la mitomycine en injection sous-conjonctivale, 0,1 ml de mitomycine à 0,02 mg par millilitre. Et je suture personnellement toujours mon point de ponction parce qu'il arrive d'avoir des sidles. Et c'est après que je mets ma mitomycine de façon la plus postérieure possible. Certains le font avant le needling. Moi, j'aime bien le faire après, mais c'est une question de préférence. Et puis enfin, la fibrose. Alors la fibrose, malheureusement, ça sert à rien ou presque de faire un needling sur une fibrose parce que là, on a nos tissus qui se sont totalement synéchiés. Et alors, la prévention, déjà, c'est de dépister les cas à risque. La fibrose, elle va survenir chez des patients mélanodermes, chez des patients déjà opérés, en cas de pseudo-exfoliation capsulaire, de glaucome uvéitique, de glaucome traumatique. Donc, on connaît les patients qui vont fibroser. On peut mettre de la mitomycine soit plus longtemps, soit plus concentrée, à 0,4 mg par millilitre. On va lutter activement les premières semaines contre l'inflammation. C'est les corticoïdes en post-opératoire, minimum 6 fois par jour. Et depuis quelques années maintenant, je demande aux patients de mettre une poche de froid sur leur œil, sur la paupière, matin et soir pendant 10 minutes, parce que le froid est un très bon anti-inflammatoire et ça permet de lutter contre ces mécanismes cicatriciels. Si la fibrose est fraîche, vous pouvez retourner sur le site opératoire pour essayer de sauver votre bulle. Donc, on fait une révision de bulle, on ouvre la conjonctive totalement et on met de la mitomycine. Et si c'est ancien, il faudra faire une autre stratégie thérapeutique. Si vous avez fait une sclérectomie, il faudra faire une trabéculectomie. Si c'était une trabéculectomie, il faudra mettre un tube. Voilà un peu tous les cas de figure qui peuvent vous arriver, qui ne sont pas toujours des situations faciles, mais heureusement qui sont rares. Et je vous remercie pour votre attention et je répondrai volontiers à vos questions. Eh ben, merci Muriel, super topo, hein, très joliment illustré, très clair toutes les situations. C'est très riche d'informations, ça va nous aider à gérer. Ça arrive quand même souvent, honnêtement, hein, de la pression qui remonte après une chirurgie. Ça va beaucoup nous aider à gérer ces situations.